Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hémicycle TV, ici au sommet de l'inclusion économique, troisième du nom, à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Gully, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pressenti d'ailleurs de diriger Pôle emploi, qui deviendra elle-même France Travail à partir du 1er janvier 2024. Donc vous êtes au cœur du dispositif aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'importance majeure de l'inclusion économique pour la société française et pour justement refaire société dans notre pays? Vous savez, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'acteurs, dont Mosaïque RH et quelques autres organisations à la fois professionnelles et militantes, nous rappellent combien notre société n'est pas inclusive, au sens où elle a du mal à valoriser les talents, les potentiels, en s'affranchissant d'un certain nombre de stéréotypes. Et le coût que ça peut représenter. Le coût humain d'abord pour ceux qui subissent finalement ce manque de reconnaissance de leur potentiel. Le coût aussi économique. Je me souviens d'une étude qui avait été faite et valorisée par Mosaïque RH de France Stratégie sur la perte en fait de valeur et de talent liée à notre incapacité parfois à bâtir un modèle réellement inclusif. Perte phénoménale. Tout à fait. Et là, on rentre dans une période un peu particulière parce que ça faisait longtemps que notre société s'était habituée au chômage de masse. Et si j'ose dire, que ce soit par cynisme ou en tout cas par facilité, les employeurs, l'économie n'était pas forcément incitée à aller regarder comment dénicher des talents de façon différente, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que l'économie et certains secteurs ou dans certains territoires, presque, on peut se retrouver dans une impasse face au manque de ressources humaines. Mais ça n'est pas un manque de ressources humaines, c'est un manque de compétences que nous avons parfois à aller identifier, remobiliser et accompagner, former les personnes, quelles que soient leurs possibilités. Parce que même si on parle de difficultés de tension, vous savez, il y a plus de 3 millions de recrutements qui sont prévus encore cette année. 61% sont anticipés par les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comme difficiles, voire très difficiles. Et pourtant, il y a encore des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont sans activité, sans emploi, mais pas sans talent. Oui, le Covid est passé par là, évidemment, avec des secteurs entiers qui sont en difficulté de recrutement. Justement, est-ce qu'ici, ils peuvent trouver matière à recruter des jeunes recrues qui vont les intéresser, dont ils auront absolument besoin? Ce qu'il y a d'intéressant avec ce sommet de l'inclusion économique, c'est que c'est un rendez-vous en fait d'actions qui se mènent ensuite au quotidien, un peu dans tous les territoires. Et souvent, je l'observe et on le voit encore aujourd'hui comme illustration, dans la convergence d'actions, la coalition entre les entreprises, les associations, le secteur de l'entrepreneuriat social et les pouvoirs publics. Parce que finalement, c'est une équation sur laquelle il faut parfois des politiques d'incitation, voire d'obligation pour finalement créer un cadre politique qui soit le plus favorable à l'inclusion économique. Et là-dessus, on a encore du chemin à faire. J'ai entendu un certain nombre de propositions qui ont pu être faites, mais vous voyez les progrès, même s'ils sont encore insuffisants en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes, non plus se réaliser sans un minimum de cadre législatif incitatif. Alors justement, ce qu'on peut faire, ce qu'on a pu faire avec les lois Copé-Zimmermann et autres index Pénicaud sur l'égalité hommes-femmes, est-ce qu'on peut le faire en matière d'égalité des chances et d'inclusion et de diversité? Comment mesurer justement cette diversité? Moi, je suis toujours favorable en fait aux deux. Vous savez, souvent on oppose. Alors il y en a qui pensent que c'est juste le cadre légal qui fait bouger les choses. D'autres vont dire que c'est sur la base du volontarisme et des bonnes volontés que ça peut se faire. Moi, il me semble que ça l'a croisé des deux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on entend ou ce que porte en tout cas Mosaïque RH et puis la plupart des acteurs. C'est à la fois il faut accompagner les entreprises, au-delà des entreprises, d'ailleurs les employeurs, parce que les employeurs publics ne sont pas plus vertueux que les autres, malheureusement, en la matière, à prendre conscience d'abord, parce que j'ai rarement vu des gens qui discriminaient par volonté explicite. En revanche,
on a des mécanismes, des processus, des modes de fonctionnement, des billets qui vont produire cette discrimination. Si on n'en prend pas conscience, si on ne travaille pas sur celle-ci de façon systémique, et ensuite développer les compétences, la formation, l'accompagnement, la transformation des process pour recruter, mais aussi manager de façon plus inclusive, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et pour mettre tout cela en mouvement, il faut à un moment donné que politiquement, les entreprises, la société civile, mais aussi les acteurs politiques se saisissent de ce sujet-là pour créer un cadre qui soit beaucoup plus favorable à l'intérêt général, qui est d'avoir une société plus inclusive. Alors, est-ce que France Travail, que vous allez probablement diriger bientôt, va jouer un rôle justement de ce point de vue? Et quel sera son rôle? Bien, en fait, sur un sujet comme celui-ci, comme de manière générale sur les questions d'insertion, de formation et d'emploi, il faut jouer collectif. Or, on a aujourd'hui une organisation de nos systèmes qui fonctionne encore trop en silo, parce qu'elles sont organisées avec des compétences qui sont assez émiettées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les régions qui s'occupent de l'orientation, de la formation, du développement économique, les départements qui vont s'occuper des politiques d'insertion sociale, les communes qui vont être sur l'action de proximité, les questions de mobilité, de garde d'enfants, ces sujets du quotidien, mais qui peuvent être un frein véritable aux opportunités économiques de telle ou telle personne, de telle ou telle situation. Et tout cela, c'est extrêmement émietté. Ça n'est pas organisé pour pouvoir accompagner la personne dans l'ensemble des besoins qui vont exister pour trouver sa voie, pour reprendre confiance en soi, pour se former ou accéder à la formation, et puis à un réseau d'opportunités. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là, pour pouvoir accéder à l'emploi, il y a une question de réseau. Et donc, ce jouet collectif, eh bien, Pôle emploi, se transformant en France Travail, et sans rentrer dans le détail, se voit doté de nouvelles missions finalement, pour veiller à ce que chaque personne qui soit sans activité, demandeur d'emploi inscrit ou pas, puisse bénéficier des meilleures opportunités possibles d'avancer. Et donc ça suppose de créer des partenariats avec les entreprises, avec les associations, avec l'ensemble des acteurs de l'insertion, de la formation et de l'emploi, pour apporter le meilleur service au bon moment à chaque personne et à chaque entreprise. Alors l'objectif, il est fixé par le gouvernement et par le président, c'est l'objectif du plein emploi. Dans quelle mesure France Travail peut y répondre, sachant que, par exemple, on connaît là un léger rebond du chômage actuellement? Écoutez, moi, je ne vais pas courir après cette notion de plein emploi du matin jusqu'au soir. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'un service public de l'emploi qui est efficace, eh bien, déjà, intrinsèquement, il crée de l'emploi. C'est pas évident dans la tête des gens, mais d'abord, première chose, vous avez à peu près 1 million d'offres qui sont disponibles sur le marché du travail. En moyenne, on met 40 jours pour trouver un candidat. Eh bien, si vous réduisez d'un jour, c'est-à-dire si on était un jour plus efficace pour trouver le bon candidat pour l'entreprise, c'est 25 000 personnes à l'emploi net créées. Donc, c'est 10 jours, c'est 250 000 emplois. Deuxième élément, la prospection. Vous savez, moi, j'étais chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années. Ce qui conduit à une décision de recruter, c'est évidemment un certain nombre de facteurs rationnels. Est-ce que j'ai un peu de visibilité sur mon carnet de commandes? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Mais c'est aussi le niveau de confiance que j'ai en moi-même, en mon organisation et en les perspectives. Cette dimension qui s'appelle la psychologie, eh bien, en fait, quand vous allez prospecter les entreprises, notamment les toutes petites entreprises pour qui franchir le cap de recruter une personne n'est pas forcément évident, si vous allez les prospecter et si vous les accompagnez, eh bien, sur 100 entreprises, c'est 7 emplois nets créés de plus. Donc oui, deuxième élément, nous allons prospecter massivement. Et le troisième élément de France Travail, c'est d'investir dans l'accompagnement. Et ceux qui sont engagés dans l'inclusion le savent. Ça, c'est votre mantra. Voilà, on n'accompagne pas assez ceux qui sont en recherche d'emploi. Une personne qui est en recherche d'emploi, que ce soit un jeune qui sort du lycée professionnel, un étudiant, soit en fin de parcours, soit parfois en décrochage, une personne au RSA, on développe des expérimentations depuis maintenant 1 an avec un certain succès. Mais pour toutes les personnes, j'ai envie de dire, rechercher, trouver sa voie, rechercher un emploi, se saisir des meilleures opportunités, c'est pas simple et c'est pas forcément quelque chose qui se fait seul. Et donc, investir dans l'accompagnement, le coaching, l'amélioration des services, le soutien, l'apport de réseau, la formation, investir dans la formation, c'est ce qu'on fait avec le gouvernement depuis maintenant quelques années, eh bien, c'est des éléments déterminants pour faire en sorte qu'on permette à tous les talents de pouvoir se développer. Et à la fin, cet accompagnement, ce meilleur accompagnement, eh bien, c'est la différence entre des emplois qui sont non pourvus
entre 300 et 440 000 emplois non pourvus l'année dernière. Ces emplois-là, il y avait des personnes qui auraient bien voulu pouvoir les occuper si on avait été un peu plus efficace. Et donc, ce travail collectif pour avoir une plus grande efficacité, ça sera évidemment créateur d'emplois. C'est un changement culturel que vous appelez de vos voeux, là. Mais c'est d'abord un changement culturel. En fait, vous savez, moi, ce que j'observe, c'est que sur le terrain, j'ai passé 20 ans sur le terrain, les gens, ils sont confrontés à la cause, enfin, leur cause, aider les gens, aider les entreprises, et donc ils apprennent à travailler ensemble assez facilement. Simplement, notre organisation collective ne la facilite pas aujourd'hui, parce qu'il y a des décisions parfois qui se prennent de l'État, de la région, du département, un peu éloignées du terrain, et à chacun de devoir se débrouiller avec tous les guichets, avec la complexité de notre système. Et c'est là où, si on fait équipe, et ça suppose aussi des outils très concrets. Coopérer avec, par exemple, le partage de la donnée, c'est absolument clé. Le fait d'avoir des outils numériques qui se parlent. Difficile de coopérer entre un travailleur social d'un département et un conseiller de Pôle emploi si les outils ne se parlent pas. Mais peut-être aussi du partage de lieux. Bref, travailler ensemble au service finalement d'une finalité qui est le succès des personnes, le succès des entreprises. Et le succès du pays, d'une certaine manière, parce qu'on a un manque aujourd'hui de cohésion dans ce pays où beaucoup, justement, la société est assez fracturée. Et donc, est-ce que vous pensez que, justement, c'est ce besoin de cohésion auquel vous allez répondre? Mais ça me fait plaisir que vous disiez, ou peut-être qu'on termine par ça, parce que, évidemment, ce qui est bon pour les personnes qui recherchent un emploi est bon pour les entreprises qui trouvent des talents pour se développer. Le cercle vertueux dont vous parlez. Mais surtout, à la fin, en fait, il y a quand même une question de justice sociale. Vous savez, moi, la racine de mon engagement, c'est de voir des personnes. J'avais démarré avec des personnes qui étaient sans abri dans les gares, des jeunes qui étaient dans les quartiers et qui se voyaient refuser tout bonnement la perspective de pouvoir réussir dans la vie. Et il n'y a rien de plus injuste que cela. Et donc, lutter contre ces injustices, remettre de l'égalité des opportunités économiques pour tous, c'est évidemment un élément absolument substantiel pour tenir notre promesse républicaine. Et aussi, il y a quelque chose qui se joue sur notre pacte démocratique. Moi, je l'ai vu encore dans les dernières élections. Vous savez, dans le pays, c'est difficile de comprendre quand il y a des gens qui ont du mal à travailler ou qui ne travaillent pas, et puis d'autres qui ont du mal à trouver des candidats. Et donc, si on n'est pas plus efficace, eh bien, c'est les raccourcis qui sont exploités par un certain nombre d'acteurs politiques, et c'est finalement notre socle démocratique qui peut vaciller. Thibaut Gulli, je vous remercie d'être venu sur le plateau de l'Hémicycle TV. Nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.